En Côte d'Ivoire et dans d'autres pays sur le continent, la perte d'un époux, d'un concubin, d'un père est une peine innommable pour les veuves, les concubines et les orphelins. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat de société sur un thème d'actualité et de société sous forme de questions. Pourquoi les veuves et les orphelins sont-ils spoliés? Notre format demeure 4 invités. Bonsoir Félix Boni. Bonsoir Eliane. Merci d'être parmi nous. Merci pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste. Exact. À vos côtés, Imam Amadou Dosso. Bonsoir Imam. Bonsoir madame. Merci d'être là. Vous êtes conseiller technique à la Fondation Djigui. Effectivement. Et par ailleurs, vous êtes juriste. Bon. Mais sur ce plateau... Nous sommes là en tant que... ce soir. Mais c'est important de le dire. D'accord. Maître Francine Akaangui, bonsoir. Vous êtes avocate et présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire. C'est l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci d'être parmi nous. Merci. On a besoin de votre avis pour ce sujet d'actualité. Mon père, bonsoir. Bonsoir Eliane. Alors vous êtes père Lambert Yedolat, curé de la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport. C'est bien cela? C'est bien ça. Merci mon père d'être là. Alors, 90 minutes pour comprendre ce qui apparaît comme un phénomène s'installant et qui déchire parfois des familles à travers ces décès du fait de maladies, d'accidents ou de morts naturelles. Et on ne compte plus les expropriations, les spoliations, les menaces familiales. Y a-t-il une solution? Suivons ensemble cet état des lieux réalisé par Seydou Ouattara et nous retrouvons par la suite nos 4 invités sur ce plateau. Dame Kona est veuve. Elle habite à Bobo, quartier PK18. La quarantaine révolue. Mère de 5 enfants, depuis le décès de son mari, sa vie a basculé. Monsieur était malade pendant longtemps. On était au CHU. Quand ça n'allait pas, les gens nous ont libérés. On est arrivé à la maison, c'est dans ma main, même elle est décédée à la maison ici. Bon, je me suis mariée avec lui légalement. Mais on me dit, je ne peux pas toucher la pension puisque je n'ai pas encore 55 ans. Les enfants et moi, c'est le chaos total. Parce qu'ils vont à l'école, je ne peux pas les laisser comme ça. Mais comment faire pour les scolariser? Il n'est pas les moyens. Je peux dire à son Excellence que vraiment qu'il aide les veuves à pouvoir toucher les pensions. Mais parce que les 55 ans, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. Même manger, même là, il n'en est pas. Si je dois prendre paracétamol, il faut que je mange quelque chose au moins matin. Mais je gagne ça où? Rien. Je suis livrée à moi-même et puis mes enfants. Il n'y a pas quelqu'un. Au-delà des difficultés financières, Dame Kona a aussi des problèmes de santé. Les 5 enfants que je parle là, 3 sont un peu grands. Ils se débrouillent, s'ils ont au moins 100 francs, maman, il faut partir à l'hôpital. Mais est-ce que je ne paye pas les ordonnances? Médicaments là, il faut payer avant de pouvoir utiliser. Perdre pour gagner, souffrir pour comprendre, tomber pour grandir. La plupart des grandes leçons de la vie s'apprennent dans la douleur. Nous sommes à Benjerville, banlieue abidjanaise. Ici, l'orphelinat offre un nouvel espoir aux jeunes gens dont l'existence a été malencontreusement bouleversée. Mais bien plus qu'un espace, l'orphelinat se veut une famille. Ainsi, toute personne qui franchit les portes de l'institution devient un papa. Et toute femme, une maman. On n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir. Depuis que je suis née, à l'âge de 1 an, ma maman m'a abandonnée. Et personne de la famille de ma mère vient nous rendre visite. Même pour me faire un petit bijou, il n'y a personne. Et que ma mère était malade. Donc, on est parti avec elle à l'hôpital. Quand on est parti avec elle à l'hôpital, elle est décédée. Donc, mon père a dit, comme ça, de venir à l'orphelinat, je vais rester pour continuer mes études. C'est ça, il lui a dit, d'accord, je vais venir. Maintenant, ils m'ont envoyé ici. Ici, je suis bien logé. Je fais mes choses bien et j'avance bien. Je suis arrivé à l'orphelinat après le décès de mon père. Maman a fait mes trucs pour m'envoyer ici pour continuer mes études. C'est ici que j'ai eu mon CP. Et chaque vacances, l'orphelinat me permet d'aller voir comment se passe à la maison, comment maman vit. La Côte d'Ivoire enregistre un peu plus de 380 000 veuves. Sur les 250 millions dans le monde, 115 millions vivent dans une extrême pauvreté.
elles sont victimes de toutes les accusations fantaisistes. Veuves et orphelins sont confrontés aux pratiques humiliantes, rétrogrades, ainsi qu'aux maltraitances de la part des familles. À cela s'ajoute la précarité dans laquelle les veuves vivent avec des enfants en charge. Dans les expressions populaires, les veuves et les orphelins sont associés parce que privés de protecteurs. La protection de ce couple vulnérable n'apparaît-elle pas comme une tâche noble? Alors, première réaction, mon père, après cet élément réalisé par Seydou Ouattara. Douleur difficile. On est pris à la gorge par ces témoignages de souffrance de nos frères, nos sœurs, de souffrance de personnes avec qui nous partageons l'humanité. C'est normalement inacceptable. Vraiment, c'est un cœur contrit, un cœur triste d'entendre ces choses-là. Malheureusement, c'est la réalité. Maître, votre réaction face justement à ce que le père constate, c'est la réalité, le cœur meurtri? Le cœur meurtri, c'est la réalité, effectivement. Et le cœur 2 fois plus meurtri quand nous constatons que c'est parce que les personnes ne connaissent pas leurs droits. Voilà. Imam, quelle est votre réaction à l'issue de la diffusion de cet élément? Alors, je pense que ça a fait appel à notre humanité, parce que là, ce sont des personnes très vulnérables, parce que des enfants qui n'ont pas cette affection familiale, et qui vont grandir en dehors de tous ces éléments, feront tous les combats possibles pour pouvoir réussir dans la vie. Je pense que c'est des personnes qui doivent être accompagnées. Et cet élément-là doit quand même nous interpeller et nous aider surtout à nous organiser, à faire face à ces genre de situations-là. Félix, votre regard? Un regard triste, pour emprunter le mot à mes prédécesseurs, pathétique et vraiment émouvant de savoir qu'on peut être heureux et avoir des personnes comme celles qu'on vient de voir tout à l'heure, qui sont très tristes, qui vivent comme si le monde n'existait pas. Et, je retiens une chose, privée de protection. Et le maître va nous en dire tout à l'heure un peu plus. J'espère qu'il y a des dispositifs juridiques qui permettent à ces personnes de pouvoir se faire droit. Parce que là, je me rends compte que la loi, peut-être, ne les protège pas suffisamment. Alors, on va revenir sur un élément. On parlait de la pension. La dame, elle a 30 ans. Elle est mariée légalement. On lui demande d'attendre 55 ans pour toucher la pension de son mari. Est-ce que ça fait 25 ans? Et au niveau de la CNPS, il y a quand même des possibilités de revenir à 50 ans ou toucher donc, cet argent. Mais il faut fournir, dans ces conditions, un certificat de décès et surtout les relevés de salaire du défunt mari. Alors, est-ce que, maître, c'est courant dans les couples de partager justement ou de donner à l'épouse les relevés de salaire? C'est une question, parce qu'elle est importante, parce que quand il y a ce décès, on demande tous ces éléments pour pouvoir toucher tout de suite la pension, même s'il est vrai qu'il faut noter qu'il y a un abattement de 5% quand on revient à cette pension que la veuve touche tout de suite. Est-ce que c'est courant? D'accord. Avant de répondre à cette question, il faut quand même préciser qu'il y a une exception par rapport aux 55 ans. C'est-à-dire que si le conjoint n'a pas 55 ans au moment du décès du salarié, et que ce salarié-là avait effectivement cotisé au moins 15 ans, et s'il existe des enfants mineurs, le veuf ou la veuve peut toucher la pension de reversion de la personne décédée. Et il faut fournir des documents. Il faut fournir des documents. On en vient donc au bulletin de paie, au bulletin de salaire du défunt. Effectivement, ce n'est pas vraiment dans nos habitudes de se donner les uns aux autres les bulletins de salaire. Ça, c'est effectivement un problème. En général, le mari ne donne pas son bulletin de salaire à son épouse et vice-versa. Alors, ça peut être une double peine. Imam, comment on fait quand on est dans ce cas de figure? Il y a donc cette possibilité de pension de réversion, mais on n'a pas tous les documents. Est-ce que cette règle, en réalité, elle est réaliste par rapport au contexte? Je pense d'abord que les familles doivent anticiper leur vulnérabilité, parce que
se cacher à son partenaire, c'est déjà exposer la famille à une vulnérabilité. Mais lorsqu'on partage les informations avec la famille, je crois que ça nous permet nous-mêmes de nous projeter dans le futur et de prendre des dispositions. Parce qu'il y a des règles, il y a des lois qui sont là pour protéger la famille. Mais on ne peut pas activer ces lois si nous-mêmes nous sommes ignorants ou bien si nous nous cachons même, n'est-ce pas, de nos conjoints. Et puis il y a aussi il y a une chose qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a beaucoup de conjoints qui se confient mieux à leur famille qu'à leur épouse. Voilà, qu'à leur épouse. Je veux dire, à leurs parents qu'à leur famille biologique. De sorte que quand il n'est pas là, la sœur est plus informée de ses réalisations ou de tout ce qu'il a par rapport à son épouse. Son frère est plus informé par rapport à ses enfants. Quand c'est comme ça, c'est déjà un premier problème. C'est délicat par la suite. Voilà, ça devient délicat. Voilà, parce que moi, j'ai assisté à un cas où le monsieur il a souscrit une assurance vie dans une compagnie d'assurance. Quand il est décédé, mais sa soeur qui était informée de la question venait à la banque récupérer l'argent au détriment des enfants. Et une fois, elle est venue avec la fille du défunt et la dame qui devait remettre le chèque a constaté qu'il y avait une fille qui était un peu à l'écart. Donc elle a distrait la dame et s'est approchée de la fille et s'est renseignée. C'est là qu'elle a su que c'était la fille de la défunte. Donc elle a demandé à la fille de revenir après sa tante. Quand elle est revenue, cette dame-là, elle a ouvert un compte et elle a fait croire à la tante que l'argent, il n'avait plus d'argent. Et ça, c'est pas très courant. Alors, voilà. Donc je vais dire qu'il faut quand même partager l'information. Oui. Ça permet de protéger la famille à un moment donné. Mon père, comment on peut gérer ça justement dans le couple? Moi, je me tournerais vers Maître. Parce que, vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays moderne. Oui. Mais nous fonctionnons de façon traditionnelle. Non, mais est-ce que c'est incompatible? Justement, l'incompatibilité vient de là. Parce que si nous, à Abidjan ou en ville, nous fonctionnons de façon organique, tandis qu'au village, je parle sociologiquement parlant, absolument, on fonctionne de façon mécanique. Automatiquement, la loi prise dans un contexte organique ne peut pas s'appliquer dans un milieu mécanique. Par exemple au village. Parce qu'on ne conçoit pas qu'au village, on ne conçoit pas que le frère révèle à son épouse, qui n'est pas de notre famille, qui est peut-être d'un autre village, qui est peut-être d'une autre ethnie, que le père lui révèle tous ses secrets. Parce que traditionnellement, c'est en famille qu'on garde les secrets. Alors quand on prend des lois pour régler un certain nombre de questions, il faut tenir compte de ces éléments-là. Parce qu'on vit de façon villageoise, et puis après, quand on décède, c'est la loi qui s'impose à nous de façon moderne. Maître répondra lorsqu'il s'agira justement des propositions. Félix, je veux vraiment votre avis par rapport à cela et on va enchaîner sur des définitions qui sont importantes pour cette émission. Justement, les orientations que donne le débat déjà m'interpellent sur un fait qui est très important. C'est-à-dire, on vote beaucoup les lois en Côte d'Ivoire, mais généralement, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Absolument. Mais ceux-là, même les législateurs qui légifèrent, qui votent les lois, qui ont cette mission également d'aller expliquer les lois aux populations, généralement, je les interpelle, le Parlement, ils n'expliquent pas suffisamment les lois. Et les médias, on a une grande masse. Et les médias, alors justement, les médias, effectivement, on a cette mission aussi. Moi, de toute ma mission de rédacteur en chef, chaque fois qu'il y a une loi qui est votée, j'ai toujours demandé l'exposé des motifs et tout pour, j'allais dire, publier les grandes lignes de ces dispositions. Mais les médias, ça ne suffit pas. Parce que les populations analphabètes aussi ont besoin de connaître les dispositifs de toutes les lois qui sont votées. Il faut que les parlementaires qui vont vers les populations pour leur faire toute forme de promesses, jouent leur rôle d'explication également des lois auprès des populations. J'en profite également pour interpeller l'association des femmes juristes qui doit également pouvoir... C'est pas un débat entre tous non, les deux, hein? Je les interpelle. J'interpelle tous ceux qui, pour ma part, devraient pouvoir contribuer à l'amplification de l'information de sorte à ce que les populations ne soient pas des ignorants à qui on dira nul n'est censé ignorer la loi. Parce que les dispositifs qui existent, bel et bien, je constate, depuis que Maître et l'imam ont commencé à parler, il se trouve que les populations ignorent beaucoup de choses. Moi-même qui suis sur le plateau, journaliste, qui également est un relais d'information, je suis persuadé que j'ignore beaucoup de choses en ces matières pour prendre des dispositions par rapport à tout ce qu'on cache peut-être à nos épouses.
Et je profite en même temps pour dire... Trois choses. Oui, je profite en même temps pour dire à ceux qui se marient, qui aiment le folklore des mariages, il faut connaître ce qu'il y a dans le mariage. Parce qu'on se limite à la belle robe, au beau costume, au nœud papillon, alors que les réalités sont là. Il faut les connaître. Très bien, Félix. Alors, on va parler des définitions, parce que justement, en ce qui concerne le thème, on a parlé de veuve, dans l'introduction, les concubines. Qu'est-ce qu'une concubine, maître? Veuve ou concubine d'abord? La concubine. On parlera de la veuve, mais qu'est-ce qu'une concubine? La concubine, c'est la personne qui vit maritalement avec quelqu'un, et qui n'est pas marié légalement, donc devant un officier d'état civil. Mon père, aux yeux de la religion, qu'est-ce qu'une concubine? Alors, pour l'Église catholique, pour l'Église catholique, la concubine, effectivement, est une personne qui vit maritalement, sous le toit, mais qui n'est pas mariée selon le sacrement du mariage. Pour nous, le sacrement du mariage est le sacrement qui unit deux personnes de façon maritale. Donc, si le sacrement de mariage était absent, vous pouvez être marié traditionnellement ou civilement, mais pour nous, vous êtes encore, pour l'Église catholique, vous êtes encore des concubins. Imam. Je crois qu'avec les différentes définitions, on finira qu'on n'a pas trouvé de solution aux veuves. Non, mais justement, votre regard, qu'est-ce qu'une concubine? Parce que la concubine, au regard de la religion, c'est la personne qui ne remplit pas les 4 principes du mariage. C'est-à-dire que le consentement des parents, la dot qui a été fixée par les parents, le consentement des conjoints donné devant les parents, et puis des témoins. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, évidemment, si vous vivez quelque part, on vous considère vraiment comme un concubinage. Et concubinage. Voilà. Félix, votre regard, justement, le journaliste qui apprécie, qui commente la concubine. Quand je parle d'une définition à l'autre, finalement, il y a beaucoup de concubines parce que celui qui est marié au niveau de l'islam n'est pas marié au niveau de l'Église catholique, n'est pas marié. Celui qui est marié au niveau civilement ne se retrouve pas marié aussi à un autre domaine. Donc, moi, la concubine, je considère que c'est la personne qui légalement n'est pas reconnue par la loi et donc qui vit sous le même toit avec quelqu'un sans véritablement être prise en compte par les dispositions juridiques en vigueur. Alors, maître, justement, on a écouté toutes les définitions. Quelle est la valeur du mariage coutumier selon la loi? Est-ce que le mariage coutumier a de la valeur au regard de la loi? En Côte d'Ivoire, en tout cas, je suis au regret de dire non. Mais ce sont des faits. Je veux dire, le mariage qui est reconnu devant la loi, c'est le mariage qui est célébré par un officier d'état civil. Voilà, donc devant monsieur le maire ou à la limite devant un préfet. Mais c'est ce mariage-là qui est reconnu devant la loi. Donc, si on comprend bien, seules les femmes mariées devant la loi bénéficient ou sont des ayants droit en cas de décès de leur conjoint. Ce sont celles-là qu'on appelle veuves. Les veuves. Les veuves et qui peuvent donc bénéficier de la protection prévue par la loi. Bon, après, la concubine peut bénéficier d'autres protections par d'autres mécanismes. Et pas directement. Et pas directement du fait de sa situation maritale. Alors, mon père, moi j'ai une question. Après, il y a tellement de choses qui se disent. Est-ce que, avant de célébrer un mariage religieux, vous demandez donc au couple si il est marié à la coutume? Oui. Pourquoi? Dans l'Église catholique. Pourquoi? Alors, dans la coutume, parce que nous sommes en Afrique. Oui. Et comme nous sommes en Afrique, l'Église experte en humanité prend en considération la valeur culturelle de la société. Le mariage coutumier est une reconnaissance des familles de l'acte qu'ont posé leurs membres, de l'un et de l'autre. On demande donc, s'ils sont mariés coutumièrement, ça veut dire que les parents sont informés. Oui. Parce que dans d'autres sociétés, 2 personnes peuvent se marier à l'insu de tous les autres membres de sa famille. Ensuite, la loi en Côte d'Ivoire oblige l'Église catholique à ne célébrer le mariage religieux qu'après le mariage civil. Ça, c'est un élément de loi. Docteur Maître Akangui va nous expliquer. Mais c'est une disposition qui est propre à la Côte d'Ivoire.
Ça ne se fait pas ainsi au Burkina et ailleurs. Donc, pour nous, il y a le mariage coutumier. C'est un préalable, c'est une obligation ou c'est un additif? C'est d'abord un additif, souhaité, vivement souhaité. Ce n'est pas un préalable. D'accord. Par contre, le mariage civil, légal, est un préalable. D'accord. Alors, Imam, donc, mon père nous a donné donc, des éléments d'information concernant le mariage coutumier. Au niveau de l'islam, comment ça se passe pour le mariage religieux? Est-ce qu'avant ce mariage religieux, justement, il y a, pour qu'il y ait une protection, est-ce qu'il y a un engagement avant ce mariage religieux? Donc, vous savez, le mariage est d'abord une affaire de famille. L'islam considère que le mariage est une affaire de famille. C'est pour cela qu'il va mettre un certain nombre de conditions qui vont permettre aux familles de se considérer, de se sentir considérées lorsque vous venez épouser leur fille. Oui. Donc, il va demander que les parents donnent leur consentement. Voilà. Secondo, lorsqu'on se marie, on introduit dans la famille une personne qui doit bénéficier de l'attention et de la protection de la famille. Donc, pour cela, l'islam va plancher plus effectivement sur ces conditions que nous avons citées tantôt. Donc le mariage, c'est d'abord vraiment une affaire de famille. Une fois que ces conditions-là sont réunies, oui, l'imam viendra faire la bénédiction pour accompagner. Voilà. Alors, nous, tout à l'heure, mon père parlait de la question de la tradition. Nous avons créé l'institution de la Chambre nationale des rois, oui, et des chefs traditionnels. Alors, je pense que quand on regarde les attributions, cela doit nous permettre quand même d'accorder une valeur au mariage traditionnel. Puisque vous prenez l'article 9 de leur statut, on vous dira qu'ils doivent dresser, comme on appelle, ils doivent veiller à la bonne application des us et coutumes, etc., etc. Donc, je veux dire, le mariage fait partie de la tradition. Et donc, que ça fait partie de la tradition, on ne peut pas faire une loi à part, oui, pour reconnaître un mariage et puis écarter le mariage d'une institution que nous avons nous-mêmes reconnue ou bien créée nous-mêmes. Donc c'est une obligation? Quoi ça? Est-ce que ça devient une obligation? C'est-à-dire que le mariage coutumier, parce qu'au niveau de l'Église, ce n'est pas un préalable, mais c'est recommandé, c'est cela. Et à votre niveau, est-ce qu'il y a, justement, ces préalables doivent être remplis? Non, mais pour nous, ça doit être rempli. Ça doit être rempli, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation. C'est une obligation. Parce que si un parent vient dire que je ne veux pas de mariage de ma fille, oui, mais écoutez, si nous, on n'allons pas célébrer ce mariage, voilà, nous allons vraiment négocier, emmener à la compréhension, parce qu'après le mariage, il faut la famille. Absolument. Voilà, donc on ne peut pas fonder une famille sur la base des conflits. Parce qu'une fois que vous avez fini de célébrer, vous donnez dos, mais comment est-ce que le mari et sa femme vont avoir cette reconnaissance de la famille et être à l'aise vis-à-vis des membres de la famille? Ça, c'est encore un élément plus important. Alors, maître, qu'est-ce que cela vous inspire ce ne sont pas deux positions, mais ce sont deux avis, deux réalités. Des réalités. Qu'est-ce que, vous, en tant qu'avocate, qu'est-ce que cela vous inspire? Mais écoutez, ce que ça m'inspire, c'est qu'il va falloir qu'on se pose la question de savoir justement que faut-il faire des mariages coutumiers, des dots. Est-ce qu'il ne faut pas en faire, bon, je ne vais pas dire des mariages légaux, mais est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que ces mariages-là, oui, puissent être reconnus par la loi? Parce que nous, ce qu'on constate dans la pratique, bon, on n'a pas les statistiques malheureusement. Parce qu'on a un problème justement de données. Voilà, on a un problème de données. Mais je ne dirais pas que c'est la majorité, mais en tout cas, dans beaucoup de situations, les femmes, les veuves, en griffe, ne sont pas mariées. Entre griffes? En griffe, parce que si elles ne sont pas mariées légalement... Elles ne sont pas veuves. Comment on les qualifie? Mais oui, mais si, écoutez, imaginez, vous avez vécu avec un conjoint, oui, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Oui. Vous ne vous êtes pas marié à la mairie, certes. Mais vous avez fait la dot, vous avez fait le mariage coutumier, peut-être le mariage religieux. Vous avez eu des enfants. Devant l'islam, vous avez eu des enfants. Le mari décède. Quand vous venez dire, donc, mon mari est décédé, je veux prétendre à des droits, première chose qu'on vous demande, l'acte de mariage. Ce qui est normal. Oui, sauf qu'elle n'en a pas. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Félix, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Il y a matière à légiférer parce que là, je constate qu'il y a une insuffisance de la loi. Par exemple, quand j'écoute l'imam, il n'y a pas un préalable du mariage civil avant le mariage
musulmans, ce qui fait que vous voyez combien de nos sœurs musulmanes sont mariées qui sont considérées par la loi comme des concubines et qui font des enfants et qui courent le risque que si demain le conjoint ou la conjointe, parce qu'il faut aussi prendre en compte... Dans les deux sens, absolument. Dans les deux sens, si demain l'un des membres du foyer n'est pas présent, il y a un problème qui se pose. Ça veut dire qu'il faut soit intégrer le dispositif musulman et traditionnel à la loi, ou faire en sorte que la loi reconnaisse de facto tout mariage qui est fait devant la tradition à la mosquée. Parce que cela expose beaucoup de personnes, femmes comme garçons, à cette vie de concubinage, j'allais dire entre griffes, parce que juridiquement la loi ne les reconnaît pas. Alors moi justement, on a parlé des concubines, parce que ce soir, aujourd'hui, nous parlons des concubines, donc des concubines et des orphelins de père, mais effectivement, c'est dans les deux sens, cela existe. Comment vous expliquez qu'un homme, ils vivent donc pendant une vingtaine d'années, effectivement, ils ont 1, 2, 3 enfants, et en dépit de l'insistance de la concubine, il faut le dire ainsi, qui présente comme sa femme, c'est un abus de langage, ils ne se sont pas mariés et qu'ils décèdent. Pourquoi ces hommes refusent de se marier, imam? Alors... Non, votre compréhension, si elle existe, en fait. Que je parle à leur place, mais ce que je peux dire... Votre regard, votre analyse là-dessus. Alors, d'abord, il y a certaines personnes qui ont peur de s'engager. Parce que se disent que lorsque je suis engagé par les liens du mariage, je n'ai plus cette liberté-là de pouvoir prendre des décisions personnelles. Alors, quand on n'est pas marié, je vais dire devant, on n'est pas engagé devant les parents. On n'a pas de responsabilité? Je vais dire, non, je parle selon eux. Oui, selon eux, oui. Voilà, selon eux, quand ils ne s'engagent pas, dans ce cas, ils peuvent se désengager à tout moment. Or, la question que vous venez de poser doit attirer l'attention du législateur afin que peut-être qu'ils mettent des restrictions pour dire à partir d'un certain moment de vie commune, tu ne peux plus prétendre à, n'est-ce pas, te débarrasser d'une femme comme ça, etc. Donc je pense que tout ça fait partie des mesures que nous pouvons essayer de prendre pour pouvoir protéger certaines personnes. Puisque vivre seul n'est pas toujours intéressant. Et quand quelqu'un vous propose de vivre avec lui sous le même toit, c'est un projet qui vous intéresse. Bien sûr. Alors donc vous venez... Et il va certainement vous faire des promesses, ou bien en tout cas des promesses qui vont vous encourager à venir avec lui. Et dès que vous venez passer tout ce temps et ne rien réaliser, surtout comme on appelle, de la reconnaissance de votre statut, c'est quand même très humiliant pour une personne. Alors, au niveau de l'Église catholique, comment ça se passe justement comment vous expliquez ou analysez cette situation? Alors, pour l'Église catholique, le mariage est un acte de responsabilité et de maturité. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour se marier, il faut être mûr. Mais comment on calcule justement la maturité? Mais la maturité se calcule par la capacité à prendre ses responsabilités. Tu ne peux pas être pris au sérieux avec une femme qui a avec toi 4, 5 enfants et que tu ne conduis pas au mariage. Tu ne peux pas être pris au sérieux. Mais en réalité, qui ne le prend pas au sérieux? Est-ce que c'est par rapport à la société, par rapport à sa famille ou par rapport à lui-même? D'abord, l'Église ne le prend pas au sérieux. Parce que il y a comme quelqu'un qui veut une chose et en même temps son contraire. Et on ne peut pas prendre au sérieux un enfant qui tergiverse de cette façon-là. Si tu veux une femme, tu prends une femme, tu vas jusqu'au bout du processus. Là, on te respecte, on te prend au sérieux. Maître, comment vous réagissez à cela? Il faut faire attention. C'est-à-dire à ce qu'on dit. Non, mais expliquez-nous. Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, déjà, je pense qu'il y a aussi le critère économique qui fait que souvent, les gens ne vont pas jusqu'au mariage. Ils se disent que le mariage, ça coûte cher. Et maître, organiser un mariage, ça coûte cher. Mais maître, je reprends ma question. On est concubins et concubines. Économiquement, ce que vous dites, ça coûte cher. Mais pourquoi avoir 4, 5, 6 enfants dans ce cas de figure? C'est pour ça que je disais attention. Parce qu'on est concubin et concubine, mais on a donné, par exemple, la dot.
où on a fait un mariage coutumier. Oui. Selon notre coutume, nous sommes mariés. Et la dot est reconnue. Elle est reconnue. La dot est reconnue, elle n'est plus interdite, oui. Mais elle ne confère pas de droit juridique. Ni de statut. Ni de statut. C'est ça le problème. Mais comme tout à l'heure le père disait, on a le mélange un peu de nos traditions, de nos coutumes et de la loi. Voilà. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est marié sous un régime coutumier, un mariage coutumier, oui. Ou qui a donné la dot, mais il dit qu'il est marié. Ça, dans notre entendement d'Africains, en tout cas, ce mariage-là a une valeur. Donc, il ne voit pas tellement l'intérêt d'aller devant monsieur le maire pour signer des papiers. Alors, on va juste... Maître, excusez-moi, allez-y, mon père. Reconnaissez alors le mariage coutumier. Je suis d'accord. Adoptez-le dans la loi. Je suis tout à fait d'accord. Reconnaissez le mariage fait... Enfin, quand on dit reconnaissance, c'est-à-dire accordons-lui des conséquences juridiques. Mais justement, Félix... qui n'est pas différent du mariage légal. Mais, Félix, on va vous prendre juste après. Mais là, on arrive justement aux questions juridiques et ça nous permet d'attaquer le second volet. Alors, la gestion justement de cette question sur le plan juridique, nous allons écouter un avocat qui donne sa position et la présidente de la CNDHCI, c'est tout de suite. Le droit des successions en Côte d'Ivoire est l'ensemble des règles qui régissent la transmission des biens d'une personne décédée à l'ensemble de ses héritiers. En Côte d'Ivoire, les successions sont régies par la loi numéro 2019-573 du 26 juin 2019, relative aux successions. Elle réglemente notamment les conditions de la succession, la procédure à suivre pour entrer en possession de son héritage et le partage des biens. Que dit la loi sur le mariage, la succession et le principe d'égalité entre héritiers? Dans la typologie des unions, vous avez le mariage civil qui est célébré par les autorités étatiques et régi par la loi sur le mariage. Vous avez le mariage coutumier qui est célébré par les autorités coutumières et organisé par les us et coutumes. Vous avez également le mariage religieux qui est célébré par les autorités religieuses et fondé sur les préceptes religieux. Dans ces trois types d'unions, il peut s'agir de veuves s'entendant, de la conjointe survivante du décès de son partenaire. Alors, en marge de ces trois types d'unions, plus ou moins organisées, s'est développée une autre forme d'union libre, appelée communément concubinage, où les concubins ne sont tenus d'aucun devoir l'un envers l'autre au cours de leur relation. C'est dans ce dernier cas généralement que se pose la problématique de la protection des droits des concubins survivants et des orphelins issus du concubinage. Et en dehors du mariage civil tel que défini par la loi du 26 juin 2019 relative au mariage, les autres formes d'union ne garantissent pas réellement les droits successoraux de la veuve sauf cas de testament. Et cette situation a évidemment des répercussions sur la vie sociale de celle-ci. Et en ce qui concerne les orphelins issus du concubinage, la loi du 26 juin 2019 relative aux successions règle entièrement la question, car en son article 28, il est clairement disposé que les enfants ou leurs descendants succèdent à leur père, mère, aïeul ou autres descendants, sans distinction de sexe, de primogéniture, ou encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage. Si la coutume ou la tradition est une source du droit, le législateur a le devoir de voter des lois justes qui protégeront les droits des plus faibles. Nos concitoyens ne sont pas suffisamment informés des lois qui régissent notre société. Donc, ils agissent sur la base de la tradition, voilà, parce que pour eux, dès l'instant où leur frère décède ou leur enfant décède, tous les biens de ces derniers leur reviennent. Alors que la loi ne dit pas ça. La loi dit, si le monsieur est marié légalement, à son décès, son épouse, et s'il a des enfants, ses enfants viennent à la succession. Donc, venir mettre cette veuve et les orphelins hors de la maison, récupérer les biens, c'est contraire à la loi. Et
ces personnes qui sont victimes de ces actes peuvent saisir les tribunaux, voilà, pour que ces personnes soient sanctionnées pénalement. La Côte d'Ivoire a ratifié de nombreux tests juridiques pour assurer la protection des orphelins et des veuves sur le plan national. De nombreuses lois ont été adoptées. Ces tests et lois ne sont toujours pas appliqués et les bénéficiaires elles-mêmes les ignorent. Par ailleurs, il existe des difficultés liées aux pesanteurs socioculturelles et aux préjugés, un véritable frein à l'épanouissement des orphelins et des veuves. Alors là, on est vraiment de plein pied dans le débat. Les veuves, pourquoi merci à Seydou Ouattara. Alors après, c'est juste cet élément. Pourquoi donc les veuves sont-elles spoliées, maître? Pourquoi sont-elles spoliées alors que la loi les protège? Comment on arrive à ce stade? Ça, je veux dire, ça dépend de l'éducation, ça dépend je veux dire, peut-être de certaines coutumes aussi, sans vouloir indexer qui que ce soit. Et puis de la méconnaissance, je veux dire, j'en reviens toujours à ça. Oui. C'est-à-dire que voilà, je pense que de manière générale, les personnes, les femmes, même les hommes aussi, ne connaissent pas leurs droits. Comme je reviens pour dire que quand une femme est mariée légalement, oui. Aujourd'hui, la loi est très claire, quel que soit même le régime matrimonial, parce qu'on a évolué donc depuis 2019. Aujourd'hui, que vous soyez marié sur le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens, vous devenez héritier réservataire, c'est-à-dire que vous avez droit à 1/4 de la succession du défunt, quel que soit votre régime matrimonial. C'est très clair. C'est très clair. Et les 3 autres quarts sont partagés entre les enfants. D'accord ? Quand il n'y a pas d'enfants, oui. Vous héritez de moitié avec les ascendants, c'est-à-dire père-mère du défunt, s'il y a des pères-mères du défunt. Et s'il n'y a pas de père-mère du défunt, vous venez en concours avec les frères et sœurs. Donc ça, c'est très clair, la loi est claire là-dessus, donc elle protège. Elle devrait protéger. Non, elle protège les veuves. Maintenant, ce n'est pas su. Cette loi n'est pas su. Vous pensez vraiment ou quand elle est connue, pas suffisamment. Pas suffisamment. Ou, comme tout à l'heure les prédécesseurs le disaient, il y a toujours le problème un peu des traditions. Parce qu'on grandit avec des traditions patriarcales où effectivement le patrimoine d'une personne doit rester dans la famille de cette personne. Alors que quand on dit que la veuve va hériter d'une partie, vous voyez que la veuve, c'est une tierce personne à cette famille. Donc alors, ça, on ne l'accepte pas. Alors, mais justement, est-ce que on ne devrait pas évoluer? Imam, face à cette situation, la veuve, elle a des droits, elle est dépossédée de ses droits. En tant que le religieux que vous êtes, comment vous le vivez ou comment vous l'appréhendez, vous le commentez ou vous le ressentez? Alors, je pense d'abord que les entités qui sont censées protéger la femme, oui. La veuve, ne communiquent pas entre elles. C'est-à-dire que l'État, la tradition, la religion, ce sont des éléments qui ne communiquent pas. Vous pensez? Oui, parce que la religion vise la protection de la veuve, la tradition aussi vise la protection de la veuve, la loi érige des lois pour protéger, mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent pas les spoliations? C'est parce que quelque part, il y a un manque de vigilance. Parce que, de la part de qui? De tout le monde. Tout à l'heure, je disais que avec la création de la Chambre oui. nationale des rois et chefs traditionnels, il y a certaines questions qu'on pouvait régler. Parce que demander aux différents chefs traditionnels et rois de participer à l'amélioration des us et coutumes qui vont à l'encontre des droits de l'homme, ça devait faire partie des projets de cette Chambre-là. Mais quand vous allez prendre leur statut, ça n'y figure pas. On recense simplement et puis on se limite à là. Or, quand certaines personnes viennent pour pouvoir spolier la veuve et les orphelins, ces personnes-là passent soit par la tradition, soit par la religion, soit même par la loi. Donc vous voulez dire que ce sont des prétextes? Il y a des prétextes, parce que même ceux qui passent par la loi, ils vont passer sur la question de la minorité, les capacités ou bien le manque de la bonne gestion de la finance, et puis ça s'accapare des biens de la famille. Alors donc, si à ce niveau-là, il y a une synergie d'action, si l'État utilise la tradition et utilise la religion pour la protection de ces personnes-là, je pense qu'on va arriver à une véritable protection.
Parce que nous, à notre niveau, il y a pas mal de personnes qui viennent se plaindre. Mais la religion n'a pas une mesure coercitive. Voilà. Elle ne peut pas contraindre les gens à respecter un certain nombre de choses. Donc la force appartient à l'État. Donc si l'État permet aux religieux et aux traditions de pouvoir effectivement avoir les moyens de protection, je pense qu'à ce niveau-là, on pourra atteindre des résultats probables. Félix, alors vous, homme de médias, on a fait un peu le tour aujourd'hui. Les veuves sont spoliées, dépossédées de leurs biens, parfois au su de tout le monde. Le journaliste que vous êtes, est-ce que ce genre de cas, vous les avez dénoncés, vous avez attiré l'attention, sensibilisé, informé? Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, mais on joue notre rôle. Hein. Quand il y a des cas comme ça, on porte ces cas à l'attention de l'opinion pour que l'opinion sache ce qu'il y a à faire. Mais le problème demeure parce que là, nous sommes encore dans la définition des concepts. Qui est veuf? Maître l'a dit tout à l'heure. La question du concubinage n'est pas encore réglée. C'est-à-dire ce problème de concubinage, c'est comme la question que vous avez posée tantôt, quelqu'un qui vit avec une femme depuis 10, 20 ans et qui ne marie pas, mais lui, il se croit marié. Il a fait le mariage traditionnel. Lui, il pense qu'il a déjà accompli son devoir. Il vit avec sa femme. Il fait autant d'enfants que possible. Il se croit marié. Pourtant, devant la loi, cette personne n'est pas mariée, elle n'est pas protégée. Aujourd'hui, au niveau de l'Église catholique, je constate que le problème est déjà réglé parce que le préalable au mariage religieux, c'est le mariage civil. Au niveau de la religion musulmane, de l'islam, le problème n'est pas encore résolu parce que quelqu'un qui est... C'est-à-dire il y a les pesanteurs religieuses et traditionnelles qui continuent encore de poser problème au niveau... Donc, il faut qu'il y ait une sorte d'harmonisation de tous ces concepts, de sorte qu'on puisse définir clairement qui est veuve. Sinon... Mais la veuve, c'est clair. Attendez, maître, excusez-moi, Félix. On va peut-être... Qui est veuve? Comment on définit une veuve? La veuve, c'est clair, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est la personne qui était mariée et dont le conjoint vient de décéder. Le concept de marié revient. Ah oui, marié légalement, je précise. Légalement, ah oui. 100 ans. Mais légalement, bon, pour ceux qui nous regardent, que veut dire légalement? Légalement, ça veut dire marié devant un officier d'état civil. Voilà, qui va vous lire le code civil relatif aux droits et obligations des époux dans le mariage. Et aujourd'hui, je vais compléter. Je suis persuadé qu'il y en a plein. On va pas encore faire le tour de ce Tarzan. C'est maintenant que nous épousons les traditions des Occidentaux. Donc, il faut comprendre que peut-être même en Côte d'Ivoire, si on fait le tour le ratio, on verra qu'il y a beaucoup de personnes qui se considèrent mariées traditionnellement et beaucoup, nombreux au niveau de l'islam, mais qui, devant la loi, ne sont pas reconnus. Du coup, ces veufs, entre griffes, ne peuvent pas être prises en compte par la législation. Elles ne sont pas veuves devant la loi, mon père. Oui, alors moi je dirais, dans les textes bibliques, Isaïe, chapitre 1er, verset 17, c'est précis, hein? Dit qu'on doit assistance à la veuve obligatoirement à la veuve et à l'orphelin. Alors, question. Obligatoirement. On doit assistant à la veuve et à l'orphelin. Et à la concubine. Alors, c'est la question, c'est un être humain. Parce que vous avez parlé d'humanisme dès l'entame de l'émission. Justement, la concubine, pour nous, c'est une femme qui n'est en réalité pas concubine, telle que nous voyons ici en Côte d'Ivoire. Quel est son statut? Alors, justement, et par rapport à cela, si la Bible dit qu'il faut soutenir, il faut donner assistance à la veuve et à l'orphelin, à partir de ce moment-là, on regarde tous vers l'État pour que deux personnes qui vivent ensemble maritalement, si l'un ou l'autre peut le prouver, eh bien, que ça passe comme une loi de mariage. Parce que beaucoup de choses, je vous dis, quand les fêtes de Pâques arrivent, nous, curés, on a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Pourquoi Pâques? À Pâques, justement, parce que beaucoup de femmes font leur catéchèse pendant 3 ans, attendant de pouvoir se marier pour communier. Et quand on arrive à Pâques, on dit, bon, faites venir votre mari pour qu'on prépare le mariage parce que vous allez être bientôt baptisés. Les maris disent non et ils ne sont pas prêts. Est-ce qu'ils sont mariés ou bien ce sont les futurs mariés? Des futurs mariés. D'accord. Des futurs mariés, mais qui ont 2, 3, 4 enfants. Et ils ne sont jamais prêts
parce qu'ils disent que si, et ça, on est sur le plateau, il faut dire la vérité. Mais on est là pour le plaidoyer et la sensibilisation. Exactement. Les hommes disent, en Côte d'Ivoire, une bonne partie, que quand ils vont épouser leur femme, la femme va les tuer pour prendre leur bien. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, on a entendu justement. À partir de cette mon père. Beaucoup d'hommes rejettent, repoussent au calame grec le mariage civil, le mariage religieux. Mais mon père... C'est encore plus corsé parce que une fois que vous êtes marié, oui, c'est pour toute la vie. Alors moi, maître, vraiment, vous êtes avocate. On rebondit sur ce que mon père dit. Certaines femmes, effectivement, sont accusées de, entre guillemets, d'être responsables du décès de leur mari. Comment on peut arriver à ce stade? Et dans ce cas de figure, la belle famille justifie la spoliation. Qu'est-ce que la loi fait? Alors, ce que la loi fait dans ce cas-là, c'est qu'on s'adresse... À ce moment-là, on a des cas de violence. On rentre dans des cas de violence. Parce que des cas de spoliation, des cas des fois de bastonnade, vraiment de voies de fait, la loi quand même protège à ce moment-là justement les concubines. On a une dernière loi qui a été adoptée en 2021 qui est la loi sur les violences domestiques et violences sexuelles, viols. Et cette loi-là prévoit qu'en cas de violence faite au conjoint ou au concubin ou à une personne entretenant une relation de fait avec une autre personne, donc notoirement connue, cette personne-là est protégée, peut se faire protéger par cette loi-là. Donc ça, c'est 2021. Donc vous voyez qu'il y a une avancée. Il y a une avancée. Ça, c'est dingue. Oui, tout à fait. C'est une très grande avancée. Et à ce moment-là, il faut saisir les tribunaux, parce que c'est ça aussi. On ne saisit pas les tribunaux de ce genre de cas. Est-ce que ces personnes sont outillées ou savent qu'elles peuvent saisir les tribunaux? L'association des femmes juristes est là pour ça. Je veux répondre tout à monsieur. Voilà, parce que tout à l'heure, il disait qu'il n'était pas informé. Et c'est un des rôles, un des objectifs de l'association des femmes juristes, c'est-à-dire vulgariser le droit, sensibiliser le droit, faire en sorte faire la promotion des droits des femmes, droits des enfants, des personnes vulnérables. Et vous parlez aussi aux hommes? Bien sûr. Bien sûr que nous parlons aux hommes. Nous parlons aux hommes parce que sans les hommes, on peut pas régler ces problèmes-là. Il faut qu'ils soient sensibilisés. Et je vous assure que quand les hommes sont sensibilisés, effectivement, les comportements changent et on arrive à des résultats positifs. Ensuite, je voulais reprendre par rapport à l'imam quand il dit l'État doit faire des choses. L'État a mis en place des mécanismes. C'est vrai que la loi ne protège juridiquement directement que les veuves, mariées légalement. Mais il existe des mécanismes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a différents ministères, le ministère de la Famille, le ministère de la Femme, le ministère de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, le ministère de la Protection sociale. Tous ces ministères-là ont des directions en leur sein qui prévoient justement des mécanismes de protection. Mais il faut pouvoir les saisir, il faut qu'ils en soient informés. Voilà. Si vous n'allez pas vers eux pour dire, mais voilà telle situation, ils ne pourront pas vous aider. Et ces mécanismes-là sont faits justement pour pallier à l'insuffisance, on va dire, de la loi par rapport à la situation des concubines. Alors, Imam, est-ce que, face à ce genre de situation, est-ce que, d'ailleurs, vous en avez vécu, et quelle a été la démarche, justement, de l'imam que vous êtes, ou on va dire, du religieux, en termes de compassion? Comment on accompagne, justement, ces personnes vulnérables qui sont dans une situation de détresse? Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on peut les prendre en charge, même si la loi puisqu'elles ne sont pas ayant droit, même si la loi ne les protège pas à ce niveau? Alors moi je pense que, est-ce qu'en utilisant la terminologie de veuve, on règle le problème de la vulnérabilité? Parce que là, on est face à la loi. Parce que le thème en lui-même, c'est la veuve et l'orphelin. Si la loi ne protège pas, ou bien je veux dire la loi définit le concubinage, ensuite il va, parfois lui-même il est ambivalent, tantôt il protège, comme on appelle le concubin, contre la violence, tantôt il ne fait pas ça. Mais l'orphelin, là, lui, est-ce que son statut est lié à une situation matrimoniale? Ou bien son statut est lié à une vulnérabilité, l'absence d'une personne qui le protégeait. Voilà. Donc je pense que...
Oui, mais l'enfant, quel que soit le cas de figure, il est protégé. L'enfant est plus... Il est plus protégé qu'une concubine, par exemple. Maître, c'est bien cela. Donc, mais il est en difficulté parce qu'il a un parent qui est parti, son père, et la concubine qui est peut-être, elle, spoliée. Même sa maman qui est mariée, elle est spoliée. Donc, le religieux, comment vous gérez cela si vous êtes confronté à ce type de situation, hormis la loi? Non, le religieux, ce qu'il peut faire, ce sont vraiment des démarches pacifiques auprès des parents. Oui. Pour essayer de régler le problème de manière amiable. Demander à ce que les gens comprennent l'importance de s'occuper, de ne pas laisser tomber la femme, de s'occuper ou bien de lui donner tous ses droits. Parce que quand leur fils, leur enfant vivait, ce qu'il faisait pour son épouse au regard de la tradition ou de la religion, il faudra permettre à la dame de jouir effectivement de ces mêmes privilèges. Donc c'est ce que nous pouvons faire. Comme je vous ai dit tantôt, la religion n'a pas d'autre moyen que de discuter avec les parents. On n'a pas d'autre moyen. La religion ne peut pas contraindre comme on appelle les parents. Mais elle peut soutenir et accompagner. Et là, par exemple, Maître parlait de l'existence des ministères qui doivent être saisis. Moi, je pense que les ministères viennent en appui. En appui de qui? Voilà, je vais dire, le ministère vient en appui et doit venir en appui de ceux qui sont sur le terrain, qui sont en contact directement avec ces familles. Et ce sont les religieux, ce sont les ONG, les traditions, etc. Donc ceux qui sont en contact directement, parce que vous prendrez par exemple une mosquée, elle n'est pas forcément constituée en ONG, mais elle reçoit des orphelins, reçoit des veuves, elle fait face à des situations, etc. Bon, vous prenez par exemple la situation... La fondation Guigui, par exemple. Guigui, oui. La fondation Guigui a essayé de recenser un certain nombre de familles et à chercher des parrainages pour que les gens puissent effectivement s'occuper de ça. Donc c'est la solidarité. Voilà, c'est la solidarité. Donc ce que les imams et ces ONG peuvent faire, c'est vraiment créer le lien de solidarité et emmener les gens à comprendre l'intérêt vraiment de ne pas spolier les vulnérables de ce qui leur appartient. Alors Félix, encore une fois, un observateur averti, vous avez votre regard de journaliste. Le concubinage n'existe pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une perte de valeur? Il y a quelques années, il y a on va dire peut-être nos grands-parents, le concubinage a existé. Pourquoi à l'époque, ce genre de situation, on va dire, ne se présentait pas de la même façon? Le concubinage, c'est un concept, je dirais, occidental, avec l'avènement des lois. Sinon, quand on parle du concubinage, on va se dire, ils ont vécu ensemble, même si ce n'était pas la terminologie, mais il y a des familles, des couples qui vivaient à un moment donné, ensemble avant de passer... J'avoue que le père est sociologue et lorsque vous remontez le cours de nos histoires, les gens ne se levaient pas comme ça pour vivre ensemble. Pour que votre enfant aille vivre chez quelqu'un, il y a toujours un lien qui les unit et ce lien est considéré dans la tradition comme un mariage. Donc du coup, le mariage, il fait partie de nos traditions. Mais c'est ce mariage de notre tradition qui n'est pas reconnu aujourd'hui par la loi. Et c'est là qui pose problème. C'est ça ma question. C'est pas reconnu par la loi, mais il n'y avait pas cette, on va dire, cette tragédie. Aujourd'hui, on parle de tragédie. Et c'est une tragédie. Et justement, mais ma question est celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, il y avait la coutume, c'est vrai, et aujourd'hui où c'est beaucoup plus violent. Il y a des tragédies. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mutation et c'est ce que j'ai dit. On ne va pas faire le saut de Tarzan parce que les peuples évolués quand je dis on ne va pas faire le saut de Tarzan, les Occidentaux, ils ont mis des centenaires, des siècles pour pouvoir arriver au niveau où ils sont. Oui. Nous, aujourd'hui, on a encore des populations assez analphabètes. La preuve, lorsqu'on vote des lois, parfois, ça reste seulement au niveau élitique. Les populations en milieu rural ne reconnaissent pas, ne savent même pas que l'existence de ces lois. Même en ville, ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il y a telle disposition qui nous protège. Et donc, au fil du temps, avec l'alphabétisation, on va finir par arriver au niveau des autres. Et donc, c'est cette mutation de la société qui fait qu'on traverse cette tragédie. Aujourd'hui, on pose le problème. Oui. En posant le problème, c'est déjà un pas important, une étape de la sensibilisation. Beaucoup vont commencer à s'interroger, quels sont mes droits? Oui. Et au plan religieux, au plan traditionnel, qu'est-ce que je dois faire? Là, l'imam a parlé d'actions de solidarité, on a parlé des mécanismes. Je dirais que ce sont des solutions temporaires, mais pour moi, la légifération, c'est la solution durable à chaque situation. Donc, il faut que les législateurs pensent déjà à cette situation, intègrent tout le monde, de sorte à éviter que la tragédie se prolonge.
Et ce sont des choses qui vont aller progressivement avec la modernisation de notre société. La preuve en est que la loi de 2021 reconnaît les concubins, et ainsi de suite. Ça veut dire que dans le cas de violence. Dans le cas de le fait déjà de reconnaître à un niveau, ça dit progressivement, on va finir par intégrer tous les concepts. Oui, maître, vous vouliez dire quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, en fait, c'est que nous aussi, au niveau de la société civile, en fait, on fait des plaidoyers. Et je vais vous donner un exemple. En 99, en 2000, on avait dû faire un plaidoyer auprès du chef d'État de l'État de l'époque, parce que des suites des crises, on s'est retrouvé face à de nombreuses veuves, toujours entre guillemets, des concubines, des forces de défense et de sécurité, et des militaires, qui avaient été tués lors des différentes agressions. Et ces pauvres dames, évidemment, étaient spoliées, puisqu'on leur demandait de quitter les maisons et tout ça, puisqu'elles n'étaient pas mariées légalement. Mais ce qui s'était passé, c'est que vous savez, pour les corps habillés, la procédure de mariage est un peu plus complexe. Voilà, il faut faire des dossiers, etc. Les délais sont un peu longs. Et donc, nous avions fait ce plaidoyer-là et demandé à ce que vraiment ces situations soient régularisées, parce que vraiment, c'était vraiment catastrophique. C'était vraiment catastrophique. Et le chef de l'État de l'époque nous avait écoutés et on avait fait des mariages collectifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on avait fait des mariages collectifs. Tout à fait. Voilà. Et dernièrement, même, je crois en 2021, il y a eu encore d'autres mariages collectifs. Donc, c'est suite à un plaidoyer de l'Association des femmes juristes. On a attiré l'attention, justement, des autorités en leur disant « Attention !» Voilà une situation où on a des femmes qui sont veuves sans l'être et qui ne peuvent pas donc bénéficier des pensions de leurs époux. Bon, les enfants en bénéficient. Ayant droit. Les ayants droit en bénéficient, sauf que, vous savez, le danger dans ces situations-là, c'est quoi? C'est-à-dire que la dame, souvent, elle n'est pas lettrée, elle ne sait pas, donc il y a un oncle qui vient et qui dit, bon, alors qu'elle pourrait bénéficier de l'autorité parentale, l'administration légale des biens de son enfant, mais on vient lui dire, non, bon, comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, bon, toi, tu ne connais pas trop toutes ces choses-là, tel oncle va être le tuteur. Mais en réalité, c'est pas un calcul? Bon. Pour certains. Quand vous parlez de spoliation, ça commence aussi par là aussi. Voilà, parce que du coup, la pauvre veuve, bon, elle ne sait pas. Elle se dit, bon, c'est dans le bien, dans l'intérêt de l'enfant. L'oncle va être le tuteur, il va s'occuper des biens, il va administrer les biens de mon enfant comme un bon père de famille. Et dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Mais alors, on parle des veuves, mais c'est vrai, il y a aussi les orphelins. Les orphelins. Alors, ces orphelins, aujourd'hui, on a vu, hein, comment, justement, on accompagne, ou on fait grandir, ou on aide à grandir ces orphelins et qui s'insèrent dans la société. Ils n'ont plus de père. La maman, qu'elle soit veuve ou concubine, elle est spoliée. Mon père, comment on accompagne ces orphelins? Surtout quand on regarde ce qui se passe dans la sous-région, il y a des tentations diverses. Comment on les protège et on les accompagne, mon père? Je crois que si on doit les protéger selon la loi, il faut soutenir les veuves, quelle que soit leur situation matrimoniale. Parce qu'une mère... Mon père, on parle de mariage, on parle de concubine. Oui, mais la différence ne devrait pas exister. Parce que c'est toujours selon. Mais une mère, elle ne fait pas d'enfants toute seule. Tout à fait. Et si elle a des enfants, c'est qu'il y a eu un père. Et donc, dans ce cas-là, si les enfants sont vulnérables, on peut les protéger par leur mère, leur père n'étant plus. Est-ce qu'un oncle va être beaucoup plus protecteur de celui qui a vu l'enfant depuis le ventre jusqu'à l'âge où il a perdu son père? Donc, je pense que maître, elle doit continuer le plaidoyer pour que tout... Mais vous aussi, vous devez continuer ce plaidoyer. Mais on n'a pas de force, comme a dit l'imam, on n'a pas de force de coercition. Mais vous avez la parole, imam, vous avez la parole. La parole, c'est sur la base de la foi. Et tous ces hommes qui ne veulent pas se marier, à Pâques, qui me donnent des maux de tête. Est-ce que c'est un manque de foi ou vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont peur d'assumer leurs responsabilités? Ils ont peur de se marier. Est-ce que c'est un manque de foi? Non, ils ne veulent pas se marier parce qu'il faut se marier légalement avant de se marier à l'église. Or, si la loi reconnaît même le mariage concubin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés ni à la dot, ni à l'église, ni à l'état civil, oui. Mais si la femme peut prouver que je suis avec cet homme-là depuis 1 an, 2 ans, 25 ans parfois. 25 ans parfois, oui. Mais que la loi l'adopte comme mariage de fait. Parce qu'il arrive que pour les travailleurs,
même si il n'a pas de contrat écrit, à partir du moment où l'autre peut prouver que pendant 2 mois, 3 mois, on m'a payé un salaire, c'est acquis. Donc, il faut qu'on y arrive et que Maître fasse son plaidoyer. Non, pas seul. On y est déjà. Excusez-moi, mais en fait, on y est déjà parce qu'effectivement, dans ces genres de situations, on considère que c'est une société de fait. C'est-à-dire que si une concubine, par exemple, qui a vécu 20 ans, 30 ans avec son mari, ils ont fait des constructions, ils ont bâti, ils ont eu des choses ensemble. Et voilà, et qu'elle se retrouve pas veuve parce que voilà, elle a perdu son concubin. Elle peut saisir le tribunal. Elle peut saisir le tribunal et puis en apportant la preuve de ce concubinage notoire qu'ils ont construit ensemble, elle peut obtenir des dommages-intérêts de ce fait. Il faut saisir le tribunal. Il faut saisir le tribunal. Il faut avoir les éléments probants. Et peut-être des témoins. Imam, comment justement on revient à la question des orphelins? Parce que c'est vrai, on parle des veuves, la concubine, c'est une peine. Mais ces orphelins, comment on les accompagne? Comment on fait d'eux des hommes et qu'il n'y ait pas de dérive? Parce qu'ils peuvent être, on va dire, tentés par beaucoup de choses. Alors, que fait le religieux ou la religion? La religion est dotée de beaucoup de textes pour encourager à soutenir les orphelins, les veuves. Mais la question reste, est-ce qu'on a des hommes qui ont entendu cette parole et qui sont prêts à mettre en application cette parole? Alors donc, que voulez-vous dire? Parce que la question de ces personnes-là, il faut les regarder pas sur la base de la divergence, mais sur la question de la vulnérabilité. Parce que l'orphelin qui est là, c'est un élément de demain, c'est une personnalité de demain. Donc, si l'orphelin est bien encadré, nous serons très heureux. Mais s'il n'est pas bien encadré, les conséquences, nous allons tous en pâtir. Et pour parler même des orphelins, les religions que nous suivons, ces personnes qui ont été à la base de ces religions sont des orphelins, si on veut dire. Parce que le prophète Mahomet, lui, son père est décédé 2 mois avant sa naissance. Mais ça n'a pas empêché qu'il soit aujourd'hui l'une des plus grandes personnalités de l'humanité. Vous allez prendre Moïse, c'est pareil. On n'entend pas le nom de son père. Vous allez prendre comme Jésus, on ne parle que de sa mère. Donc je veux dire, ce sont des personnes qui n'ont pas eu de paix en tant que telles pour assurer leur éducation, mais qui sont devenues de grandes personnalités de l'humanité. Donc un orphelin peut devenir une très grande personnalité, mais si au cours de son évolution, il n'a pas reçu cette affection qu'il faut, il n'a pas reçu cette assistance, il n'a pas reçu cette protection, il va grandir psychologiquement. Comment est-ce que cet individu-là va grandir? Et quel résultat il sera pour notre pays, même s'il devenait à la tête du pays? Comment est-ce que sa psychologie serait vis-à-vis de la population? Alors, vis-à-vis de la population, justement, nous allons partir sur le terrain. Il y a des propositions qui sont faites. Et après, nous revenons sur ce plateau pour écouter vos propositions. Sinon, ici en Afrique, nous constatons que dans d'autres familles, quand le père décède, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend de quelle est la cause qui a été posée d'abord, là où même la cause qui a été plantée par le père avant qu'il ne parte. Si le père a réglementé sa famille et qu'il a situé les responsabilités telles qu'on le dit en droit, je pense bien qu'il n'y a pas lieu de peut-être un temps soit peu s'en mêler. Il est une question que le géniteur en question, avant qu'il ne parte, définisse les choses. Si soit il a laissé un héritage, avant de partir, il dit que mes enfants, voilà ce qui vous revient, madame, voilà ce qui te revient. Je pense bien qu'il n'aura pas de soucis. C'est quand dans les familles, rien n'est situé comme responsabilité, que celui qui veut, il vient, il pose des actes. Et on s'en fout parce qu'il n'y a personne qui peut agir. La femme qui est auprès de son mari, elle doit comprendre que la loi la protège vis-à-vis de cette situation. Parce qu'elle est mariée. Si bien sûr elle est mariée devant Dieu, les juridictions, devant la mairie, si on peut le dire comme ça, la loi la protège. Et quand je parle de manque d'éducation, souvent nous avons nos mamans qui sont mariées seulement, mais elles ne sont pas informées de que la loi les protège sur ces situations-là. Donc, bon, les parents viennent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils s'en vont, les enfants sont dans le mal, et puis bon, la maman, elle a que les yeux pour pleurer. Or, je crois qu'aujourd'hui, avec les amendements de la loi protège ces femmes-là. Alors, nous proposons comme solution à la situation qu'ils ont vécue une prise en charge holistique. Il nous faut des psychologues,
pour leur permettre de faire le deuil de ce qu'ils ont vécu. Pour les veuves qui sont spoliées de leurs droits, aujourd'hui, elles ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que, en réalité, le père était tout. Certaines parmi elles ne travaillent plus du tout. Il faut donc une véritable chaîne de solidarité qui permettrait une prise en charge de ces problèmes. Et au-delà, il faut une éducation au niveau de nos us et coutumes. Les familles dont l'enfant est décédé n'ont pas le droit de spolier les veuves de ce qui leur revient. Parce qu'en spoliant la veuve, on spolie l'orphelin. Et ça, on se met en travers des voies de Dieu. Règle. Pour ce qui concerne nos institutions, l'État de Côte d'Ivoire a pris sa part de responsabilité. En effet, il y a toute une politique de protection de l'enfant. Il y a des stratégies de la protection de l'enfant également qui sont mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons par exemple au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le Fonds Femmes, destiné à toutes les femmes vulnérables. Les veuves font partie. Nous avons une direction de l'autonomisation également des femmes. Les veuves ont toute leur place. Nous avons un programme qui s'occupe de la protection des enfants vulnérables, le PPAV. Et puis, il y a toutes les autres structures de base que sont les pouponnières, les orphelinats. Seydou Ouattara et Ibrahim Koné. Alors, Félix, après cet élément, on parlait de l'État tout à l'heure, mais l'État a mis en place, il y a des mécanismes, des centres d'accueil. Vraiment, il y a certains éléments. Quels commentaires et surtout, dans cette partie, des propositions pour qu'on sorte de cette situation de spoliation des veuves et des orphelins? D'accord. L'État, là, on vient d'écouter l'État central, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Solidarité. Et de l'enfant. L'enfant qui a mis en place tout un ensemble de mécanismes qui fonctionnent d'ailleurs dans nos différentes régions, un peu partout. Mais il y a également le ministère de la Solidarité également qui existe pour que ces veuves et orphelins puissent effectivement bénéficier de l'aide de l'État. Mais je pense qu'au-delà de l'État, nos entités décentralisées également devraient pouvoir aussi prendre le relais. On ne se fait pas élire pour regarder les populations souffrir, les élus locaux. Mais vous pensez qu'ils sont élus pour cela ou ils se font élire pour cela? Mais je pense que dans chaque commune, un maire doit également avoir la fibre humanitaire, la fibre de la solidarité. Il a parlé tantôt de chaîne de solidarité. Cette chaîne de solidarité devra impliquer toutes les personnalités et toutes les entités à chaque niveau. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un élu local pour connaître la réalité de ces populations. Parce que là, nous sommes à Abidjan, sur un plateau à Abidjan, on est en train de parler. Mais il y a les localités, on suit à la du pays et au-delà. Le milieu rural. Il y a des gens peut-être qui n'ont pas de télévision, qui ne nous suivent pas à cette émission, mais qui souffrent là-bas. Et ces personnes vers lesquelles les élus locaux vont pour faire campagne, pour demander à être élus. Donc, il faut pouvoir être à l'écoute de ces populations. Connaître les élus locaux ne sont pas proches des populations? Je crois qu'il y en a qui sont proches des populations, mais là, je parle de façon globale. Il faut que tous les élus locaux intègrent ces éléments dans leur gestion quotidienne, parce que ce sont eux, ces élus locaux, qui gèrent les populations à la base. C'est eux qui connaissent les réalités, les gens qui souffrent, c'est eux qui sont plus proches des populations. L'État central fait ce qu'il y a à faire, mais il faut que les élus locaux qui sont proches des populations puissent effectivement agir dans ce sens aussi. J'anticipe également pour dire que pour que ces problèmes-là n'existent pas, ceux qui s'y connaissent, il faut, et même pour ceux qui nous suivent, c'est le lieu de faire des testaments. Pour qu'on soit orphelin d'une veuve, qu'on soit orphelin d'une concubine, que personne ne soit spolié. Une fois que des testaments sont faits, qu'on soit veuve, qu'on soit concubine, on a droit à ce que le testament a déjà prévu. Et même dans la tradition, il y a des personnes, par exemple, des planteurs qui disent cette parcelle appartient à tel enfant et tout. Une fois que vous avez fait les papiers, que vous n'existez plus, l'enfant a droit à cette parcelle parce que les documents sont faits. Respecté. Donc, ce sont des propositions que moi je voudrais faire pour que les gens cela puisse éviter ce que nous avons appelé tantôt la tragédie, qui est véritablement un drame social dans nos pays. Maître, en termes de propositions et surtout
une réaction aussi. Vous pouvez réagir à cet élément qui a été diffusé. Oui, je pense que l'élément est bon. Les réactions étaient effectivement positives dans la mesure où il faut anticiper. C'est-à-dire que quand on vit en couple, qu'on soit marié ou non, effectivement, il faut quand même anticiper sur certaines situations. Voilà. Et donc, on peut effectivement faire un testament. Si on n'est pas, même si on est marié, on peut faire un testament. On peut prendre une assurance. On peut prendre une assurance vie au profit de la concubine. Tout simplement, l'assurance... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème économique? Vous en aviez parlé au départ. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème aussi économique? Pas une assurance vie alors qu'il faut vivre peut-être au quotidien? C'est certain. Mais ce sont des pistes de réflexion pour dire qu'il y a des choses qu'on peut faire. Et je pense qu'il faut vraiment faire le plaidoyer auprès du législateur pour que ces situations de mariage coutumier, de dot, puissent être retranscrites éventuellement à l'état civil, comme ça existe dans d'autres pays de la sous-région, où quand vous faites un mariage coutumier, on retranscrit ce mariage-là à l'état civil. Religieux également. Et ce mariage-là donne justement des droits aux différents conjoints. C'est une forme de protection. C'est un plaidoyer que nous faisons pour que vraiment toute une marge de la population puisse être prise en compte. Parce que sinon, aujourd'hui, force est de constater que c'est la minorité des femmes qui sont protégées. Imam, proposition. Alors, généralement, quand on écoute la question de la spoliation, je pense que les gens vont plus sur le matériel, alors qu'il y a la spoliation psychologique. Parce que ce qui est matériel, on peut reconstituer, on peut réparer ça, même par la justice, etc. Mais psychologique, il arrive qu'on exclut carrément la femme et les enfants de la famille. Quand je venais aujourd'hui pour l'émission, il y a une dame il y avait l'anniversaire du décès de son mari, ils ont fait le communiqué sans elle et ses enfants. On peut dire que... Comment on explique cela? Voilà, donc il y a cette spoliation psychologique-là est plus destructrice que vraiment la spoliation matérielle. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Ce qu'il faut faire, je crois qu'il faut amener les gens à une prise de conscience. Parce que la situation de veuve, ce n'est pas une situation voulue. Nous sommes tous des humains et nous allons passer un jour, voilà, nos familles vont être dans cette situation. Si nous ne sommes pas là, ils seront des orphelins. Alors donc, ce que la religion prêche, il faut l'écouter. Il faut aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. Vous voulez que vos enfants soient protégés, protégez les enfants des autres. Et comme ça, Dieu va vous aider. Alors donc, la spoliation psychologique, là, il faut vraiment revoir ce côté parce que c'est très, 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 très important. Parce qu'une fois qu'une personne est détruite psychologiquement, elle ne peut plus rien faire. Voilà. Mon père, proposition. Alors moi, ma proposition part de Saint Jacques au chapitre 1er, verset 27. Oui. La manière pure de pratiquer la religion, c'est de venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Je m'adresse pour ma part à ceux qui sont de ma famille religieuse, pour leur dire que voilà la manière juste de pratiquer la religion. Il ne faut pas qu'un chrétien catholique soit un meneur ou soit à la base de la souffrance d'une femme qui a perdu son mari, de la souffrance d'enfants qui ont perdu leur père. Parce que Dieu, il est miséricordieux, mais il est juste. Et comme l'imam l'a dit, si on évite cela, eh bien, Dieu va nous aider. Dieu va nous accompagner. La proposition à l'État, c'est que la loi protège sans distinction de veuves légalement mariées, de concubines non mariées, que la loi protège toute personne en difficulté. Si une concubine est en difficulté du fait du décès de son concubin, mais que la loi le protège de la même façon qu'elle protège la veuve. Et puis, je termine en disant, comme l'imam l'a proposé, qu'il faut que la loi intègre les coutumes et les religions dans une certaine clarté de fonction. Parce que, parfois, dans la coutume, les biens dont la femme est spoliée est un bien familial. C'est-à-dire un bien transmis de génération en génération qui appartient à la famille. On ne peut pas laisser ce bien-là aux mains de la femme. Et si elle ne le sait pas, et si son mari n'a pas été transparent avec elle. Voilà pourquoi tous doivent être protégés
en essayant de comprendre pourquoi on a telle attitude, pourquoi on a un tel comportement, sans condamner à la base, oh, elle est veuve, mais elle n'est pas veuve, hein, puisqu'elle n'est pas mariée, elle est concubine, allez, elle ne compte pas. Non, toute personne humaine doit être protégée par la loi qui est faite pour nous tous, puisque nous vivons sous le même, dans le même pays. Alors, à tous les cas, je voudrais vous poser la même question. C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, l'État prend en compte un certain nombre d'éléments. Il y a aussi des célébrations de fêtes comme la Journée internationale de la veuve, qui est donc célébrée en Côte d'Ivoire. Mais comment arrive-t-on, juste en réponse, à cette forme de déshumanisation, que ce soit à l'endroit des concubines, des veuves et des orphelins? Nous avons 2 religieux, nous avons une avocate et nous avons un journaliste averti de toutes ces questions. Comment on arrive à cela, Félix? Et c'est un message pour ceux qui nous regardent. Hein. Comment on arrive à cette déshumanisation? Oui. Je pense que c'est... En plaidoyer, s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent. Le plus gros plaidoyer, je pense que les religieux sont là. Hein. Il faut que la masse de la société soit éduquée à la solidarité qui doit prévaloir. Et je répète ce que le père a dit tantôt, c'est-à-dire qu'il faut intégrer certaines données à la législation de sorte qu'on évite de mettre à l'écart une partie de la population. Tous ceux qui sont en train de souffrir à côté de nous, ce sont nos frères et sœurs. Et ces frères et sœurs doivent être pris en compte par la loi, de sorte que leur souffrance également soit prise en compte par la loi, de sorte qu'on ne les écarte pas parce qu'ils n'ont pas respecté ceci, cela. On sort de société traditionnelle pour aller vers la société moderne. Et le modernisme ne devrait pas laisser de côté une partie de la population. Donc cette déshumanisation, c'est peut-être l'avancée rapide vers le modernisme en ne tenant pas compte de certaines choses. Il faut que le modernisme intègre nos coutumes. Et donc on a parlé tantôt de la religion et de la tradition pour que tout le monde soit pris en compte. Imam. Alors, la tradition est dotée de mécanismes de protection de la femme. Quand vous allez prendre le lévira ou bien le sorora, tout ça, ce sont des mesures traditionnelles qui visaient à protéger la femme. Mais peut-être que ça a pris un autre contenu qu'il faut essayer de revoir. Mais alors, permettre, faire la promotion surtout, vraiment des valeurs humaines, ça c'est très important. Parce que nous sommes à une période où ce sont les valeurs matérielles qui sont plus importantes. Les émissions qui passent, comme on appelle sur les télés, la promotion des choses qui sont faites, etc., c'est plus sur le matériel, l'invitation à aller vers le matériel plutôt qu'au respect même de l'être humain. Or, en fonction de la promotion... le reste ici, voilà, en fonction de la promotion de ce que vous faites, vous avez le résultat. Oui. Donc, ce que nous pouvons demander vraiment, comment on appelle, à l'État, c'est d'essayer de ne pas forcément copier tout ce qui est à l'extérieur, mais de regarder l'intérêt de sa population et de promouvoir ce qui va vraiment construire et consolider sa population. Est-ce que c'est à l'État seul, maître? Nous n'avons pas de responsabilité, parce que l'État, c'est vrai, mais nous-mêmes qui sommes des citoyens, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Parce qu'on parle de coutume, mais est-ce que la coutume elle-même, elle n'est pas pesanteur parfois, maître? Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a un problème de mentalité. Il faut que nous aussi, on évolue dans nos mentalités. Voilà. Parce que aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Je pense que ça aussi, il faut l'envisager. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment qu'on évolue dans les mentalités, mais en tenant compte de nos réalités sociologiques. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, en fait, on est un peu dans cette situation. Pourquoi? Parce que, je reviens un peu en arrière, mais en fait, après les indépendances en 1964, quand il a fallu choisir un régime légal, on a choisi le régime du colonisateur, enfin de l'ex-colonisateur, c'est-à-dire le régime droit civil français. Et on a abandonné, en fait, tout ce qui était nos coutumes. On a juste fait une lucarne pour les personnes qui étaient mariées sous le régime polygamique, puisqu'à l'époque, c'était la polygamie, en leur permettant de retranscrire leur mariage à l'état civil, justement. Donc, pour ces personnes-là mariées avant 1964 sous un régime polygamique, leur mariage est valable. Les veuves, même si elles sont plusieurs, alors que nous sommes dans un régime monogamique, leur mariage est reconnu. Il est légal. Mais c'est avant 1964. Et depuis 1964, on a adopté le régime français et qui nous crée un peu de problèmes. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on essaye de trouver, de couper la poire en deux et revenir, non pas
totalement en arrière, mais tenir compte de certaines de nos coutumes. Parce que la polygamie aussi, c'est un autre sujet. Je crois qu'il est débattu, mais on n'est pas encore là. On ne va pas en débattre aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mon père, justement. Oui, justement, moi, je pense que tout cela vient de l'absence de la connaissance de nos valeurs morales. Il faut, comme on est en train de faire là, à cette émission, que nous puissions enseigner nos valeurs morales. Vous ne le faites pas à l'église? Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que si moi, j'enseigne à l'église, aimez-vous les uns les autres, et que après, dehors, dans la rue, oui, on félicite celui qui a boxé quelqu'un parce qu'il est fort. C'est la perte de valeur. On parle de perte de valeur. Justement. Mais il n'était pas à l'église pour m'entendre. Donc lui, je pense que c'est le devoir de l'État. Parce que Maître dit, l'État ne peut pas... C'est le devoir de l'État. L'État nous a mis dans une société, dans une nouvelle forme de société. On était dans la société traditionnelle. Aujourd'hui, on est dans la société moderne. Il doit prendre ses responsabilités. Et vous croyez que l'État ne prend pas ses responsabilités? Je pense qu'il prend ses responsabilités, mais il faut qu'il fasse plus. Parce que si nous décrions ces problèmes-là, c'est parce qu'il y a un manque quelque part. Et ce manque-là, il faut qu'il soit résolu par l'enseignement des valeurs morales. Parce que toute loi est faite pour le bien des gens. Il y a les conventions internationales aussi, auxquelles nous sommes liés, auxquelles l'État est lié. Il ne faut pas oublier ça aussi. Voilà, librement signé. Mais nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Juste un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent en plaidoyer, et on parle aussi du législateur, Félix Dagnou. Un mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent en termes d'encouragement et d'espoir. En tout cas, en termes d'encouragement et d'espoir, j'invite les législateurs à non seulement intégrer certains dispositifs de nos traditions et nos religions, mais surtout le législateur, après avoir voté la loi, que le législateur contribue à l'amplification, à la connaissance de ces lois au niveau de la population. Imam. Alors moi, en tant que religieux, c'est que le messager dit, celui qui caresse la tête d'un orphelin, il aura pour chaque poil le chevet de bénédiction. Donc je crois qu'il faut avoir de la compassion pour les autres. Mon père? Oui, moi je dirais aux femmes veuves, aux orphelins, de garder courage. Et les concubines, vous ne les comptez pas? Pour moi, il n'y a pas de concubine. Très bien. À partir du moment où on est avec quelqu'un et qu'il décède, il est veuve. D'accord. Donc elle est veuve. De garder courage, parce que dans la société, il y a des personnes qui sont disposées à les aider. De ne jamais perdre confiance. Merci. Ils frappent aux portes. Jésus nous a dit, celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Celui qui demande, recevra. Merci, mon père. Maître? Le côté législatif, il a déjà fait le plaidoyer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de demander aux personnes qui vivent en couple de se respecter, d'assumer. Voilà, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce qu'on commence. Voilà. Aller jusqu'au bout de ce que l'on commence. Merci Félix Boni, merci Imam Amadou Dosso, merci Maître Francine Aka Angui, merci Abbé Lambert Yedo Lat. Mesdames, Messieurs, nous nous arrêtons ici pour ce débat. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui ont permis que nous soyons ici ce soir. Plus nous donnons de la bienveillance, plus elle grandit. À très bientôt. Bonsoir, surtout, vous restez sur RTI 1.